Peut-on investir dans l'immobilier d'une manière halal? Voici une question qu'on me pose tout le temps, que j'aime pas qu'on me pose cette question. Pourquoi? Parce que comme je dis tout le temps à la famille, il faut demander d'accord des conseils aux bonnes personnes qui ont l'expertise dans la chose dont vous avez besoin d'aide. Si vous allez chez un maçon pour leur demander, d'accord, je ne suis pas un maçon, je suis investisseur immobilier, mais si vous allez chez un maçon pour leur demander comment est-ce que vous pouvez devenir chirurgien, d'accord, de cœur, ça va pas marcher. Vous venez chez un investisseur immobilier qui achète de l'immobilier, sa spécialité c'est acheter de l'immobilier, vous lui demandez des conseils spirituels ou bien des conseils religieux. D'accord? Donc, j'aime pas répondre à cette question. Vous avez les mosquées pour ça, vous avez votre imam pour ça. Mais bon, aujourd'hui, je vais adresser plusieurs véhicules, d'accord, qui correspondent à ce qu'on entend par investissement halal. Première des choses que je voudrais commencer par, la plupart des gens ne savent pas, les banques qui font du marketing et qui vous disent qu'ils ont du financement halal, la plupart de ces banques, 99% d'entre eux, c'est de l'arnaque, ce n'est pas halal, c'est pas des banques halal. J'ai fait plein de recherches dans ce domaine, j'ai parlé avec des experts qui travaillaient dans ces banques. Il y a même un expert qui a d'ailleurs aidé, je pense que c'était Dubaï ou bien Arabie Saoudite à créer le système. Il était chargé de créer, d'accord, les banques islamiques et lui-même il est sorti pour dire que c'est une arnaque, les gens qui contrôlent ça derrière, il n'y a rien de halal là-dedans. Ça c'est la première des choses. Donc votre imam favori, la plupart du temps, leur maison les appartient, ils sont passés par la banque. Ici aux États-Unis, bien sûr on parle d'accord des États-Unis ici, d'accord. Deuxième des choses, la plupart des gens ne savent pas. Vous vous êtes déjà posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'un imam ou bien un pasteur dans une église, dès qu'il commence à travailler ici aux États-Unis, d'accord, dans une mosquée ou bien dans une église, ils arrêtent de travailler. La raison pour laquelle, si vous avez remarqué quand vous allez à la mosquée ou bien à l'église, maintenant je compare pas les deux. Les deux sont différents, je le sais très bien. Mais c'est juste pour vous donner l'exemple, comme ça rentre, comme ça l'idée rentre, d'accord, comme ça que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si vous allez à la mosquée, tous les vendredis, vous allez remarquer qu'ils font ce qu'on appelle un lever de fonds. D'accord? Ils demandent aux gens de l'argent pour mettre dans une caisse, utiliser cet argent-là, soit pour embellir la mosquée, acheter de nouveaux tapis, peu importe la raison pour laquelle ils utilisent cela. D'accord? Mais quand vous créez d'accord, une mosquée, quand vous ouvrez une mosquée ou bien une église ici aux États-Unis, ça s'appelle un non-profit. La plupart des gens qui connaissent le code financier ou bien le code d'accord de TVA ici aux États-Unis, ils ouvrent ça avec au nom de ce qu'on appelle un non-profit. C'est quoi un non-profit? C'est une organisation qui a été créée pas dans le but de créer du profit. D'accord, c'est un non-profit, ça ramène pas du profit, on n'a pas créé ça pour du profit. Et du coup, tous les revenus qui rentrent pour un non-profit, ce sont des revenus qui ne sont pas taxés. Donc, si une mosquée arrive à lever des fonds via le public, d'accord, les gens de la communauté musulmane ou bien l'église, pareil, arrive à faire un lever de fonds via les gens qui vont à l'église ou bien la communauté chrétienne, eh bien, ils ne payent pas de taxes sur ces fonds-là. Donc, ils l'utilisent bien sûr pour l'organisation, oui, mais aussi pour les salaires des gens qui y travaillent. D'accord? La plupart des gens ne savent pas. Posez-vous la question à savoir pourquoi est-ce que les gens, d'accord, la plupart des gens qui arrêtent de complètement travailler, ils veulent ouvrir des mosquées partout dans tous les quartiers au lieu d'aller s'organiser et vraiment ouvrir une très très grande mosquée. Ils ouvrent toujours des petites mosquées par-ci par-là, c'est des non-profits. S'ils font des levées de fonds, ils ne payent pas de taxes là-dessus. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'ils prennent l'argent pour utiliser des mauvaises choses. C'est pas ce que je dis. Mais qu'on se dise juste la vérité. Même en Europe, quand j'étais en Europe, en Belgique spécifiquement, les imams là-bas, toujours, ils ont une petite mosquée en dessous de l'immeuble. Tu as des appartements au-dessus, tu as une mosquée en dessous et tu as des magasins. D'accord? C'était les premiers à dire à quelqu'un de ne pas acheter un bien immobilier. Mais quand nous, on sortait de la mosquée, d'accord, on payait le loyer à qui? On payait le loyer soit aux enfants de cet imam-là, soit à l'imam même, soit à ses cousins. Ça les appartenait. Où est-ce qu'ils prennent cet argent? À vous de me le dire. D'accord? Donc, avant de commencer il faut comprendre un peu le jeu que les gens jouent un peu la famille. D'accord? Maintenant, revenons donc. Prochaine fois que vous allez demander à quelqu'un si vous pouvez investir dans l'immobilier d'une manière halal ou bien si le système bancaire américain est halal ou pas, allez-y parler à quelqu'un qui est qualifié pour cela. Il y a des imams pour ça, il y a des gens qui font des fatwas sur ça. Allez-y lire des livres. Ne soyez pas juste quelqu'un aussi qui écoute quelqu'un juste parce que la personne a ce qu'on appelle d'accord un caftan et puis ils ont un chapelet et ils ont une longue biais. C'est pas parce que quelqu'un a une longue barbe, ça veut dire que tout ce qu'ils disent c'est vrai et que ça vient vraiment des livres. Il faut aller vérifier par vous-même.
Alors, à part ça maintenant, comment est-ce que vous pouvez investir dans l'immobilier? Il n'y a pas plusieurs manières, il n'y a pas 10 millions de manières. Je vais faire une formation absolument gratuite. Si le lien vous intéresse, on va faire ça sur Zoom. Je vais le mettre en dessous. Vous allez devoir vous enregistrer. Je vais vous montrer tous les moyens qui existent ici aux États-Unis pour investir dans l'immobilier. D'accord? Et pour les musulmans, pour mon audience musulmane qui veulent, d'accord, ne pas être dans une zone grise. Quand je dis une zone grise, ça veut dire peut-être vous rentrez dans des investissements où vous doutez. Douter, on appelle ça en islam douter, d'accord? Si vous voulez éviter ça, il y a des moyens. Par exemple, je viens de faire une interview d'une demoiselle musulmane, c'est une dame musulmane, elle a créé ce qu'on appelle un fund, un equity fund ici aux États-Unis. C'est juste une organisation qui ramène des milliers de personnes ensemble, ils mettent des fonds ensemble pour aller investir dans l'immobilier ensemble. Et ça s'appelle un fund ici aux États-Unis. Vous pouvez le faire d'une manière halal avec elle, d'accord? Elle achète tout cash. Elle achète tout cash. Donc, il y a moyen d'investir via une personne pareille. Deuxième des choses que vous pouvez faire si vous voulez le faire par vous-même, par exemple, si vous voulez pas être dans une zone où vous n'êtes pas sûr, eh ben, vous pouvez, par exemple, faire la stratégie qu'on appelle arbitrage. La stratégie arbitrage, c'est littéralement vous allez louer le bien de quelqu'un. Ça peut être un immeuble, ça peut être des appartements, ça peut être une maison individuelle, ça peut être juste une chambre. Vous louez, d'accord, en tant que business, donc vous créez par exemple votre LLC, d'accord, ne créez pas votre LLC n'importe comment. Si vous avez besoin d'aide de ça, dites-moi sur les commentaires, je vais vous aider ici aux États-Unis, d'accord. Vous créez votre LLC, vous allez louer les appartements ou bien pas un hôtel, vous allez louer des chambres, vous allez louer un duplex, vous allez louer une maison individuelle et votre objectif ou l'objectif de votre entreprise, de votre LLC, c'est de sous-louer cette maison-là ou bien cette chambre-là ou ces appartements-là à d'autres personnes, d'accord? Ça peut être un locataire normal, comme à New York, il y a plein de gens qui le font malgré qu'ils le font pas en tant que business, mais ça s'appelle un arbitrage, d'accord? Vous pouvez le faire louer sur Airbnb, vous pouvez le faire louer à des médecins frontières, ça s'appelle midterm rentals, mais l'idée, c'est vous louer le bien qui appartient déjà à quelqu'un. Par exemple, moi, si j'ai des biens immobiliers, vous venez chez moi, vous dites j'ai envie de louer ton bien, mais mon objectif, c'est de le faire louer à d'autres personnes, c'est de le sous-louer à d'autres personnes. Donc, de la sous-location, ça s'appelle arbitrage. Il y a des gens qui utilisent parfois des termes comme Airbnb arbitrage. Le souci avec ça, c'est que le bien immobilier, en Angleterre, c'est la communauté musulmane, ils font ça beaucoup. Les investisseurs immobiliers en Angleterre, ils font ça beaucoup parce que là-bas, c'est un peu plus compliqué. Le système est un peu plus compliqué qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le système bancaire et le système immobilier, d'accord, l'investissement immobilier est beaucoup plus simple aux États-Unis. Mais vous pouvez faire ça. Le souci avec ça, c'est que le bien ne vous appartient pas. Écoutez bien ce que je dis. Si vous sous-louez le bien d'autrui, bien sûr, le bien ne vous appartient pas. Imaginez si vous voulez louer un appartement, après vous voulez le prendre et le mettre sur Airbnb. Donc, vous venez chez moi, j'ai mis mon appartement à louer ou bien ma maison à louer en ligne à $1,500. Vous venez, vous me dites, Mamadou, je veux louer, d'accord, ta maison à $2,000, d'accord. Je sais que tu l'as mis sur le marché à 1,500, mais moi, je vais le faire, je vais le louer, mon entreprise va le louer pour les prochains 3 ans, 5 ans, 7 ans, d'accord. C'est un lease commercial, et je vais louer ça à $2,000. Donc, je vais te donner $500 plus que ce que tu demandes. Et après, tu prends ma maison, tu la mets sur Airbnb et tu fais louer la maison à $3,500, $4,500, peu importe, dépendant bien sûr la location où tu le fais. Eh ben, j'ai plein d'amis qui font ça. Asiatiques, par exemple, ou bien des débutants qui n'ont pas beaucoup de cash, d'accord? Et à ce moment-là, puisque la maison m'appartient déjà, tu dois pas l'acheter. Tu dois pas aller à la banque avoir un financement ou quoi que ce soit, mais tu dois ramener quand même le cash pour maintenant faire quoi? D'accord, acheter les meubles, d'accord, pour meubler la maison, faire le design. Tu dois payer un designer intérieur pour venir faire le design de la maison, dépendant de ta stratégie de location. Donc, tu dois quand même avoir de l'argent de côté. Et si tu n'as pas de l'argent, tu dois faire comme la mosquée ou bien l'église le font, aller faire un levée de fonds privé chez des gens que tu connais. Ça peut être ta tante, ça peut être ton oncle, peu importe. Imagine par exemple, je sais qu'en général, une maison qui a 3 chambres, ça peut varier entre 22 000 à 25 000 dollars pour juste meubler la maison et faire le design. Donc, vous pouvez calculer 2 000 dollars par chambre, par exemple. C'est comme ça que nous, on design nos Airbnb. Ça nous coûte environ 2 000 dollars par chambre. OK, la famille? Le bien ne vous appartient pas. Pourquoi c'est important de savoir cela? Parce que ici aux États-Unis, le bien immobilier, d'accord, la personne qui peut avoir les bénéfices, d'accord, fiscaux, les bénéfices aussi de TVA, de taxes. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser l'immobilier pour déduire vos taxes à la fin de l'année? Comme ça, vous ne payez pas de l'argent au ARS. La seule personne qui peut faire cela, c'est la personne qui est sur le titre de la maison.
La personne à qui le bien de la maison appartient. Donc, si vous avez une entreprise, un LLC, qui fait que des sous-locations, la maison ne vous appartient jamais. La seule chose que vous avez, ce sont les revenus mensuels. Et puisque les revenus mensuels, d'accord, c'est considéré comme des revenus actifs. Si vous ne déduisez pas vos taxes, ou bien peut-être vous avez des business à côté, des salons de coiffure, des restaurants, des magasins africains, peu importe. Si vous avez un bien immobilier qui vous appartient, vous êtes sur le titre, vous pouvez déduire même vos revenus actifs de ce business-là. Comme ça, vous payez pas les taxes à la fin de l'année. Mais vous pouvez faire cela que si le bien vous appartient. Mais vous pouvez choisir, il faut choisir la stratégie. Il y a plusieurs manières de le faire où vous n'êtes pas dans une zone grise si ça vous inquiète autant que ça. Mais à part si vous avez déjà le cash pour acheter l'immeuble, d'accord, et vous pouvez passer via la dame, là, comme j'ai dit, investir avec elle, c'est ce qu'elle fait. Elle va acheter des buildings de 100 appartements à 10 millions de dollars, mais tout est acheté cash. Elle est aux États-Unis, d'accord? Donc, il n'y a pas de zone grise parce qu'elle n'a pas de financement de toute façon. Elle travaille avec des individus. Et tout le monde, c'est un partage de profit qu'ils font. C'est pour ça que ça s'appelle Equity Fund. OK, la famille? Donc, quand vous achetez un bien immobilier ou bien vous voulez investir dans l'immobilier, c'est soit vous avez déjà le cash et vous achetez le bien. Si la maison coûte 500 000 $, vous ramenez les 500 000 $, vous achetez. Il n'y a personne qui va vous dire que vous ne pouvez pas acheter une maison cash. Ou bien, vous faites la sous-location. Comme ça, vous ramenez que l'argent pour fournir la maison et puis peut-être faire la peinture ou des choses pareilles. Donc, entre 25 000 à 45 000 $, vous ramenez, vous faites ça et puis vous faites un par an. D'accord? Ou bien, troisième option, c'est vous allez à la banque, vous structurez votre crédit personnel et votre LLC d'une bonne manière, allez prendre un financement à la banque, investir, mais l'objectif, c'est de payer la banque. Comme ça, quand votre entreprise est assez profitable, vous n'avez plus besoin de la banque et vous ne passez plus à la banque parce que maintenant, vous êtes profitable et vous avez votre propre cash. Mais il n'y a pas plusieurs manières, il n'y a pas de sorcellerie. Il ne faut pas venir demander aux gens des questions comme si il y a une façon magique, d'accord, d'acheter, d'investir dans l'immobilier. Si j'ai pas un rond, j'ai pas $1, je veux pas aussi passer par la banque, j'ai pas d'économie, je suis pas financièrement stable, mais j'aimerais bien investir dans l'immobilier. Il n'y a pas de solution magique, la famille. OK, la famille? Donc, laissez-moi un commentaire en dessous si vous voulez le lien pour la formation. Je vais faire une formation de 2 heures ou bien 3 heures de temps, mais ça va être sur Zoom. Vous pourrez venir me poser des questions directement. Je vais vous montrer de A à Z exactement toutes les alternatives et les options qui existent pour investir dans l'immobilier ici aux États-Unis, comment le système de crédit fonctionne, comment le système bancaire fonctionne, comment est-ce que vous pouvez faire la sous-location. Et je réponds à plein de questions. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire des projets de nouvelle construction, comment trouver les terrains, des projets de rénovation, peu importe. Ramenez vos questions, mais vous allez devoir vous inscrire. Donc, mettez un commentaire en dessous. Je vais mettre le lien. D'accord, j'ai pas encore décidé la date, mais vous verrez quand je décide la date, je vais faire l'annonce. D'accord, la famille, ça va être entre, disons, mardi ou bien mercredi. D'accord, comme ça, je donne une journée pour que les gens s'inscrivent. D'accord, la famille, je vous vois à la prochaine vidéo. D'ici là, gardez la mentalité boom, bien sûr. Soyez braves, soyez obsédés, soyez optimistes. Et dernièrement, gardez une mentalité abondante. Il y en a assez pour tout le monde. Boum, boum, boum.